Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence DL2A. DL2A, c'est une belle histoire familiale. Bonjour Didier Lefort. Bonjour Charlotte. Bonjour Quentin Lefort. Bonjour Charlotte. Bonjour India Lefort. Bonjour Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et architecte d'intérieur. Didier, vous êtes fondateur de l'agence que vous dirigez aujourd'hui. Vous préparez la transmission de votre savoir-faire, je crois, auprès de Quentin et India et votre équipe. Donc, 2 de vos 3 enfants sont sur vos traces, on va dire, même plus. J'ai essayé de les dégoûter, puis je n'y suis pas arrivé. Donc, il y avait le troisième également, voulait être aussi architecte. J'ai réussi à la dégoûter. Mais finalement, les autres, je ne sais pas, ils ont sans doute... je les ai fait trop rêver au travers de nos projets. Et finalement, c'était ancré chez eux un gène. Et puis, il y a peut-être aussi un gène aussi dans l'ADN, parce qu'on en parle beaucoup maintenant de l'ADN. Alors, tout d'abord, je souhaitais préciser pour nos auditeurs que nous avons déjà eu un entretien, il y a peu, visant à nourrir l'article qui a été publié dans le numéro 107 mars-avril de la revue Archistorm, que je recommande à tous. Aujourd'hui, nous allons revisiter votre parcours et votre production architecturale. Votre agence a pour spécificité de concevoir et ou de réhabiliter des complexes hôteliers de luxe. Pas uniquement, puisque vous avez à votre actif des références en tertiaire, résidentielles, aéroports, avec les fameux salons d'Air France à New York et à l'aéroport Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, tout à fait. Paris. Entre autres, et vous avez aussi des références en sportif et loisirs. Vous revenez presque à l'instant du Maroc. Je suis revenu hier soir. Donc vous y êtes beaucoup en ce moment pour suivre étroitement l'un de vos gros projets. Cela n'est pas simple, je crois, pour vous en raison de la crise sanitaire, si je ne me trompe. Tout à fait. Si vous voulez, il faut toujours jongler avec les interdits et les possibilités. Il faut avoir des autorisations sans arrêt, que ce soit en France ou au Maroc. Donc même déjà pour aujourd'hui, aller au Maroc de France, c'est déjà compliqué. Ouais. Donc la crise qui bouscule nos règles, notre quotidien, alors que vous aviez déjà eu l'intuition de redéfinir les paradigmes de vos projets hôteliers en raison de l'évolution de la demande et de l'urgence climatique. Beaucoup de redéfinitions à votre actif. Mais on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? On commence par vous, Didier, ensuite Quentin. Je crois que vous êtes le fils aîné, c'est ça? C'est bien ça. Et puis India. Petite dernière. Je vous en prie, Didier. D'abord, je pourrais dire que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Et je dois dire que la chance, il faut savoir l'apprendre et puis la garder. Et d'abord pour plusieurs choses. D'abord, je suis né au Maroc, qui est un pays extraordinaire et qui m'a permis, au travers de mon enfance, de connaître ce que c'était que d'autres cultures que la sienne, d'autres religions, d'autres architectures, et en fait de m'intégrer parfaitement par rapport à un pays et des gens qui ne sont pas forcément de notre histoire. La deuxième chose, c'est que il se trouve que j'étais passionné très jeune par, vous savez, on m'avait offert des cubes en bois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de Lego, et il paraît que dès l'âge de 2-3 ans, j'arrêtais pas de faire des bâtiments, je faisais des tours, je faisais des trucs, et puis pareil, je passais des heures à regarder que ce soit bien aligné, que ça tenait parfaitement et tout. Et très jeune, ma mère qui tenait un petit livre, vous savez, d'enfants, là, avait marqué dès l'âge de 3 ans, futur architecte. Bon. Et il se trouve que cette idée m'a jamais lâché. Mais vraiment, c'est pas parce qu'elle l'avait écrit, mais vraiment, j'ai toujours été passionné, même quand, avec mes parents, on allait visiter le Maroc, j'étais passionné par tous les bâtiments, les villes anciennes que l'on visitait. Et je dirais que ça a imprimé beaucoup, je suppose, mon goût pour l'architecture.
Et aussi, il y avait une chose assez intéressante, c'est qu'on rentrait une fois par an en France, en voiture, hein, parce qu'à l'époque, prendre l'avion, c'était quand même déjà quelque chose d'assez novateur, ou qui coûtait en tout cas très cher. Donc on rentrait en voiture, on était 5 dans la voiture, et puis mes parents me faisaient visiter l'Espagne, le Portugal, à chaque fois on changeait de route, et on visitait les musées, d'autres trucs. Donc je pense que tout ça, c'était des éléments extrêmement, extrêmement importants. Ensuite, donc j'ai passé mon bac à Casablanca, et puis je suis parti à Paris pour faire une école d'architecture, qui était donc à l'époque UP1, parce que c'était des UP, et qui était Quai Malaquais. Donc j'ai eu la chance d'être dans le quartier de Paris, je dirais, le plus sympathique pour un étudiant. C'était après 68, parce que je suis arrivé en 71. Et je dois dire que c'était une excellente école, et j'adorais mes profs qui m'ont fait... Bon, voilà, donc alors que c'est vrai que mon parcours après n'a pas tellement été dans la suite de cette école. Mais en tout cas, arrivé au niveau de la 4e année, 5e année, je trouvais qu'à chaque fois qu'on présentait un projet, ce qu'on nous demandait, c'était de l'architecture, mais ça n'allait pas assez loin. Je trouvais qu'on n'allait pas assez dans le détail, pas assez dans l'intérieur. Et il se trouve que je me suis renseigné qu'il y avait des cours du soir aux arts décoratifs qui commençaient tous les jours de 6h à 11h du soir, et même le samedi. Le samedi, c'était le samedi matin. Donc on avait vraiment... c'était un emploi du temps très, très fort, parce que la journée, j'étais aux Beaux-Arts, et le soir, j'étais aux arts décoratifs. Et après, il fallait travailler à partir de 11h du soir pour faire ce qu'on avait à rendre. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un emploi du temps très chargé. Mais grâce à ça, ça m'a permis justement d'avoir des disciplines très importantes comme étudier la lumière, la couleur, le mobilier. On apprenait à faire vraiment du mobilier avec des échelles 1-1 pour faire des détails. Et tout ça m'a énormément servi. Et il est vrai qu'après, quand je présentais mes projets d'architecture aux Beaux-Arts, dans lesquels j'avais étudié aussi l'architecture intérieure, c'est vrai que je me retrouvais un petit peu au-dessus de La moyenne. de la moyenne, parce que les gens se disaient, oula, il est allé un peu dans le détail celui-là. Et au même titre que quand je présentais mes projets aux arts décoratifs, j'avais pas mal d'architecture, donc on me disait aussi, oh là là, mais celui-là, il fait... Bon. Donc, disons que c'était un complément, et qui était extrêmement utile pour l'agence, parce qu'aujourd'hui, l'agence est une agence d'architecture et d'architecture intérieure, avec des architectes et des architectes d'intérieur. Mais en fait, les architectes font de l'architecture intérieure, et les architectes d'intérieur font de l'architecture. Donc finalement, je dirais qu'on arrive à tout remélanger, parce que pour moi, ce sont des choses quasiment indissociables. Et d'ailleurs, la preuve en est que tous les grands prix d'architecture qu'on a eus, en général, ce sont des projets où on a fait architecture et architecture intérieure. Et c'est toujours été les meilleurs projets. Parfois, nous sommes architectes et puis nous travaillons avec des architectes d'intérieur. Et parfois, nous sommes architectes d'intérieur et nous travaillons avec des architectes. Donc, il y a des mariages qui se passent bien en général. Il y en a qui se passent un peu plus difficilement. C'est comme un mariage, vous savez, c'est pas forcément... ça peut marcher bien comme ça peut marcher moins bien. Et du coup, à votre époque, beaucoup d'étudiants travaillaient en agence. Vous, en fait, vous avez fait un double cursus plutôt que de travailler en agence. Alors en fait, il se trouve que j'ai fait quand même 2-3 stages d'agence. Mais c'est des stages de 2 mois ou 3 mois. Et très tôt, quand j'étais en 3e année d'architecture, j'avais une amie dont l'oncle était notaire à Honfleur, et qui m'a dit, écoute Didier, je crois que tes parents habitent pas loin de Honfleur maintenant. Est-ce que ça t'intéresserait de réhabiliter des immeubles? Et j'étais qu'en 3e année d'archi. Bon, moi, j'ai jamais dit non. Hein. J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, j'ai fait ces projets donc dès la 3e année d'architecture. Et quand j'étais diplômé, j'avais déjà réalisé 4 immeubles. Et à chaque fois, je me servais des professeurs pour leur demander des conseils, parce que il était évident qu'à l'époque, vous n'avez pas tous ces bureaux de contrôle, tous ces ingénieurs systématiques et tout. On faisait tout nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il fallait tout faire. Mais j'avais les profs, j'allais les voir à la fin des cours en disant, vous savez, je suis en train de faire un petit immeuble là, et un truc, j'ai une reprise de fondation, je ne sais pas trop comment faire, et tout. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis, le conseil était donné volontiers. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Puis j'en ai aussi
fait engager par mes clients également pour travailler aussi sur les mêmes projets. Donc en fait, vous avez tout de suite commencé à travailler sur vos propres projets. Oui, dès la troisième année d'architecture. Oui. Mon premier bâtiment, j'avais 22 ans, je crois, ou même 21 ans. Ouais. Hein. Ouais. Et ensuite, vous avez tout de suite créé une agence à la sortie de l'école? Alors en fait, j'ai commencé à faire un concours que j'ai gagné sur un musée à Beaugency. Et puis au même moment, il se trouve qu'un médecin que je connaissais me dit, tu sais, j'ai un client ici qui travaille pour l'Agacan et sa fondation, et on sait que la fondation cherche un architecte. Donc, sur le moment, j'avais déjà du travail, donc j'étais pas très dispo. Puis il a tellement insisté que je me suis dit, bon, je vais quand même me présenter. Il se trouve que j'étais choisi pour travailler sur cette fondation, et c'était assez passionnant parce que, en fait, j'étais pris. Le fait d'être né au Maroc, moi, il fallait que je travaille au Pakistan, en Inde, en Afrique occidentale, donc des endroits où la culture, je dirais, était en tout cas en général musulmane, donc dans un contexte que je connaissais bien. Et j'ai travaillé quand même pendant 16 années, 17 années avec cette fondation, en réalisant énormément de programmes de santé, donc des centres médicaux, des écoles. J'ai construit plus de 300 écoles dans le nord du Pakistan, dans l'Himalaya. On a restauré une forteresse du XIIIe siècle à 3000 mètres d'altitude. Ça a duré 9 ans de travail, et on a eu un grand prix d'architecture sur cette restauration. J'ai eu l'occasion de faire des choses extraordinaires grâce à ces contacts, et finalement, j'ai eu raison d'accepter ce travail parce que finalement, ça m'a amené à faire énormément de choses. Oui, et puis peut-être aussi à travailler un petit peu dans l'improvisation. Les normes que nous avons, nous, aujourd'hui, n'existaient pas avec le travail de matière première brute, non? Enfin, comment ça se... Alors oui, de toute façon, justement, ça me fait rebondir un peu sur le métier d'architecte, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un architecte? Un architecte, ça doit savoir faire des synthèses de tout. Et il est vrai que le fait d'avoir travaillé beaucoup à l'étranger, dans de nombreux pays, parce qu'on a construit dans 21 pays et travaillé dans 29 pays différents, c'est surtout que l'architecture, finalement, est une synthèse d'énormément de facteurs, de paramètres. Et à chaque fois que vous allez dans un pays ou un endroit, même ça peut être tout simplement une région de France ou un département de France différent, mais dans les pays c'est encore plus fort, c'est-à-dire qu'on analyse tout, absolument tout. C'est-à-dire qu'on analyse tout l'environnement, donc bien sûr le terrain, tous ces environnements, le climat, la topographie, la climatologie, tout ce truc, mais également les matériaux disponibles, le savoir-faire des gens, parce que ça ne sert à rien de dessiner des choses merveilleuses qui ne sont pas réalisables dans le pays, parce que s'il n'y a pas le savoir-faire. Alors, il y avait une époque où on emportait tout, mais maintenant c'est fini cette période. Et moi d'ailleurs, je n'ai jamais voulu marcher là-dedans, j'ai toujours voulu faire travailler les gens locaux, utiliser les ressources locales, et vraiment que dans des cas extrêmes, faire venir soit des ingénieurs, soit des matériaux, soit des équipements qui sont absolument indisponibles dans ce pays-là. Mais il est vrai que dans le nord du Pakistan, par exemple, j'ai commencé à casser les cailloux avec les gens pour leur expliquer comment faire un bâtiment antisismique en maçonnerie de pierre. Vous voyez, donc il faut savoir s'adapter. Bon, j'ai plein de questions qui me viennent, mais on va donner la parole à Quentin. Allez-y, Quentin. Alors, votre parcours Moi, j'ai un parcours un peu moins complet que celui de Didier, parce qu'il a évidemment beaucoup plus d'expérience que nous. Mais moi, j'ai commencé, donc j'ai fait mes études, j'ai fait un bac S. Et à la sortie de mes études, je m'étais déjà posé la question, j'ai beaucoup discuté avec mon père de mon avenir, de ce que je voulais faire. C'est vrai que quand on a un papa qui construit dans plusieurs pays, qui nous fait voyager comme ils l'ont fait avec mes parents, et qui nous fait découvrir autant de belles choses, souvent on a ces choses-là déteignent sur nous et sur notre décision d'avenir. Et au moment où ma décision a été prise, j'étais convaincu de ma volonté de devenir architecte. Ça remonte un peu à mon enfance. Mon père me racontait que quand j'étais jeune, un peu comme lui avec ses morceaux de bois, moi je m'amusais avec des Lego et je m'amusais à construire des bâtiments en Lego apparemment qui étaient
plutôt assez chouette. Alors j'ai pas eu de photos, mais disons que voilà, c'était mes premières esquisses de projet. Et puis petit à petit, voilà, c'est tous ces voyages avec nos parents, tous ces projets que mon père a réalisés, dans lesquels on est allé. Il nous a énormément montré, parce que lui étant passionné, évidemment, il nous a communiqué sa passion tout au long de notre enfance. Et est venu le moment où on a commencé à réfléchir à notre avenir, évidemment. Enfin, ma décision était assez claire. Je voulais continuer dans cette voie, dans ce monde dans lequel j'avais déjà évolué pendant plusieurs années. Et donc voilà, je me suis dit, bon, je vais faire des études d'architecture, donc j'ai passé le bac. Je me suis inscrit donc à l'école spéciale d'architecture, l'ESA. Et là, la première année, disons, a confirmé ma décision que j'avais prise, c'est-à-dire que j'aimais ce métier. C'est vrai que les études là-bas m'ont beaucoup plu. On a un enseignement qui nous poussait vraiment à la créativité. J'ai pas été dans d'autres écoles, mais c'est vrai que voilà, on avait vraiment on nous poussait à un peu aller chercher des concepts parfois un peu utopiques, mais en tout cas voilà, on a eu cette curiosité d'aller dans plein de domaines différents, dans plein de types de projets différents, et je me suis au fur et à mesure des années toujours régalé. Et j'ai eu la chance après de rencontrer ma femme là-bas en plus, donc c'était voilà, une expérience en tout cas qui était complète et heureuse. Et du coup, votre épouse est toujours architecte? Et mon épouse est architecte, elle travaille à son compte Ouais. et fait plein de beaux projets aussi à Paris. Et c'est vrai que du coup, voilà, on évolue dans un monde d'architectes, entre Ouais. ma sœur qui est architecte, mon père, ma femme. On parle beaucoup d'architecture. Et du coup, vous êtes rentré naturellement dans l'agence de votre père? Alors ensuite, voilà, pendant mes études, bon, on a fait évidemment des stages, plusieurs stages. J'ai eu la chance d'en faire certains, évidemment, grâce à certains projets de l'agence, hein. On a pas mal voyagé sur des stages de chantier qui étaient notamment un en Polynésie pendant quelques mois sur le chantier du Four Seasons. Donc on a eu la chance, voilà, de voir des projets magnifiques, mais en pleine construction, être un peu dans les coulisses de ces projets-là. Je suis parti également sur le chantier d'Al Maden au Maroc, qui était donc un énorme chantier avec plusieurs centaines de millimètres carrés en construction. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été très intéressé par toute la partie chantier. C'est vrai que beaucoup de mes amis partaient plutôt en agence, faire des chantiers d'agence. On avait, disons, une maîtrise des logiciels à l'époque qui était un peu restreinte. Et je trouvais que la meilleure manière d'apprendre et de comprendre ce métier, c'était de voir le début de tout, c'est-à-dire le chantier. Et j'ai été bien encadré à chaque fois avec des équipes qui m'ont tout de suite mis le pied à l'étrier. Et puis voilà, donc au fur et à mesure des années de mes expériences, ça a confirmé ma passion pour ce métier. J'ai pu partir ensuite à Singapour pour faire encore un autre stage, cette fois-ci en agence, dans une fabuleuse agence qui s'appelle WOA, donc qui fait tout type de projets, hein, des tours avec des échelles incroyables comme on en voit là-bas. Et également une expérience à Barcelone dans une autre agence qui était dans un registre un peu comme celle qu'on a chez Del2A, donc des hôtels, des projets un peu du même monde. Et c'est vrai qu'à un moment donné, après mon diplôme d'architecture, j'ai passé ma HMO. Et après ma HMO, je me suis dit, bon, j'ai toute cette énergie, toute cette volonté de mettre mon énergie au service d'une cause qui m'est chère. Et c'est vrai que, évidemment, l'agence de mon père m'a toujours fait de l'œil. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'y aller. On ne peut pas faire plus idéal que ça. Je pense qu'on a la chance d'avoir un père qui tous les jours nous apprend d'une part, mais surtout voilà, on a une proximité avec lui qui catalyse notre formation bien plus vite que si j'avais été dans une autre agence. Et c'est vrai qu'on a la chance de voir ces projets divers et de travailler dessus tous les jours. Voilà, c'est très enrichissant pour notre carrière d'architecte. Et là, j'ai ma sœur qui nous a rejoint il y a quelques années, avec qui on s'entend tous les trois très très bien, on travaille souvent ensemble sur des projets en commun, et voilà, on est tous très complémentaires, je trouve, aussi bien tous les trois qu'avec les autres membres de l'agence, évidemment. Et voilà. Donc India? Alors clairement, Quentin et moi, on vient du même bain. On a eu la chance de naître dans une famille très artistique, parce qu'il y a aussi ma maman qui a fait les beaux-arts, et on a des grands-parents aussi passionnés par l'art, et donc l'architecture en fait partie, donc tout ça est de la même souche. Petite, je ne faisais pas des Lego, mais il me semble que je faisais des maisons en poterie, avec déjà des ascenseurs. Enfin, je m'amusais déjà pas mal, mais avec mes mains.
Et quand est arrivé le moment de choisir vraiment ce qu'on devait faire dans la vie, c'est vrai que je me suis retrouvée un peu perdue parce que j'adorais le métier d'architecte et notamment parce que j'adorais mon père. Donc peut-être que ça déteignait là-dessus. Donc j'arrivais pas vraiment à savoir si c'était plus mon père ou sa profession que j'adorais. J'adorais ce que faisait aussi ma maman, mais moi, j'arrivais pas vraiment à m'imaginer plus tard sur un métier fixe. Et donc, j'ai eu cette discussion un peu lourde de dire, voilà, j'aimerais faire de l'architecture ou de l'architecture d'intérieur. D'ailleurs, j'hésitais vraiment entre les deux. Mais je suis pas sûre de moi et comment on sait si on est passionné. Et là, papa m'a dit, écoute, si tu hésites, c'est que c'est pas la bonne voie. Donc, ça a été très clair dans ma tête et je me suis dit, bon, bah, je vais partir sur une autre voie qui est une voie plus générale, qui était une école donc, de commerce. Et donc, je suis partie à Reims. Il s'est passé 6 mois. 6 mois où j'allais en cours, je voyais un peu de tout, du marketing, enfin vraiment, on voyait un peu de tout. Et là, je me suis dit, waouh, je refermais mes yeux, je me disais, et là, tu te vois où dans 10 ans? Et je me voyais, mais vraiment nulle part, sauf en architecture. Donc, j'ai repris mon train dans l'autre sens, et je me suis assise dans le salon, et j'ai dit, bon, papa, je crois que j'ai compris. Vraiment, pour moi, l'économie, c'est pas pour moi. J'ai vraiment envie d'être architecte. Il m'a dit, voilà, il fallait que tu aies ce déclic. Maintenant, aujourd'hui, je vais te pousser et ça va pas être facile. Tu pars dans une aventure qui peut être exceptionnelle comme compliquée. Mais je pense que tu as eu la maturité d'aller voir ailleurs et de savoir maintenant ce que tu voulais faire. Et en tout cas, je te soutiendrai. Donc, vas-y, les yeux fermés. Je suis donc partie à l'ESA, donc sur les mêmes traces que mon frère. J'ai pris la même piste de ski, on va dire. Et c'est vrai que là, pour le coup, au bout de 6 mois, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, mais quel bonheur. Si toute ma vie, c'est ça, je vais vraiment m'éclater. Surtout que l'école, il faut dire qu'en architecture, on a beaucoup de chance parce que, comme le disait Quentin, on part dans des univers pas possibles qui sont souvent très utopiques et peu réalistes. Mais ce qui permet de développer une créativité et vraiment de se lâcher. Et c'est une chance exceptionnelle de faire 5 ans d'études comme ça. Alors, je pense que comparé aux études d'architecture de l'époque de papa, on est peut-être un peu moins... on sort de l'école, on connaît moins de choses, techniquement on est moins bon. Après, on se développe sur des logiciels aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut développer des 3D, des volumes plus rapidement. Enfin, c'est une autre approche. Je pense que les études sont très différentes entre notre génération et celle de papa. Mais ça n'empêche pas que je pense qu'on est sorti de l'école, Quentin, comme moi, vraiment avec des idées plein la tête et vraiment prêt à attaquer ce métier-là. Puis là, on arrive dans le monde du travail et on se dit «Ah, j'avais pas vu ça comme ça». Mais en fait, c'est génial et surtout, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai le meilleur professeur aujourd'hui qui est mon papa et il transmet cette passion avec tellement de pédagogie et aussi bien, enfin, pour tous les gens qui passent à l'agence, hein. Enfin, c'est sa passion qui transmet sur la feuille et dans ses explications, dans tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi personnellement, je suis une éponge et j'apprends de ça et je m'en nourris et les mécanismes viennent et après, bien sûr, il y a ma patte et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, on arrive à discuter, à échanger et c'est magique parce qu'on s'écoute et c'est plus que moi qui écoute, mais je pense que maintenant, vraiment, on s'écoute tous les deux et Quentin, pareil. Et tous les trois, on échange, c'est magique, et aussi avec les gens de l'agence. Et c'est une chance vraiment rare qu'on a et j'espère que ça va continuer comme ça encore de nombreuses années, même s'il va falloir qu'on coupe un moment le cordon et qu'on laisse notre papa se reposer et prendre la relève. Et je suis sûre qu'avec Quentin, déjà, on se tient bien la main, mais on va réussir à continuer à avancer ensemble et petit à petit... dire au revoir à papa. Vous êtes donné du temps pour ça, ou un temps précis, je veux dire, ou c'est un peu... En fait, parce bon, qu'en général, les dans archis ma ont tête, beaucoup de mal à partir. oui, non, c'est vrai. De toute façon, c'est un métier de Ouais. passion. Donc, on lâche pas une passion comme on lâche un boulot, je sais pas, employé à la banque. Voilà. C'est une chose. Moi, j'ai du mal d'ailleurs à me passer d'un crayon. Vous voyez, même d'un calque et d'un crayon. En tout cas, il est évident que mon but, c'est de leur transmettre cette agence parce que je vais partir bien avant eux. Donc, il faut bien qu'il y ait la relève. Et je trouve quand même que c'est une histoire qui est sympathique, qui a commencé il y a quand même une quarantaine d'années. Et c'est bien qu'elle soit prolongée parce que c'est vrai que je vois beaucoup d'amis architectes qui ont aucun enfant qui reprend la relève, qui vont avoir leur agence ou même d'employés, ou disons de collaborateurs, et qu'ils vont voir progressivement leur agence décliner et mourir, je dirais. Voilà. Ce qui est un peu dommage. Moi, mon but, c'est surtout
parce que comme on a quand même de très gros projets, parce qu'on a des projets souvent qui dépassent les 100 000 mètres carrés, donc je veux dire, c'est des gros projets, et en plus, ce n'est pas des projets qu'on bâcle, donc on va vraiment jusqu'au fond des choses. Quand vous êtes jeune, arriver tout de suite avec des gros projets, c'est pas facile. Et puis, il faut que les clients aient une crédibilité envers la succession. Bien sûr. Donc, mon but, si vous voulez, c'est de les accompagner, déjà de leur donner les outils pour bien réussir. Et ensuite, progressivement, en effet, d'être avec mes clients, même en direct. Moi, je vois India a été défendre des projets toute seule, sur des très gros projets, seule, avec des PDG de grosses boîtes, sur des trucs. Bon, et j'étais pas là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors le temps que ça va prendre, j'en sais rien. Mon but maintenant, c'est d'être presque mi-temps. Déjà au niveau santé, j'ai la chance d'être encore en pleine énergie. Je me fatigue pas du tout. J'ai quand même un savoir-faire de 45 ans maintenant, avec plus de 300 projets réalisés. C'est dommage de ne pas leur faire bénéficier de cette expérience, parce que j'ai vu tellement de choses différentes dans ma vie, dans les pays, même de types de construction, qu'aujourd'hui, je peux savoir assez rapidement ce que va donner une chose. Donc, tant que je serai utile, je serai là, mais je ne vais surtout pas les encombrer. Et puis, le jour où ils me diront que je suis un peu trop encombrant, j'irai faire autre chose. J'adore la vie, j'adore les voyages, j'adore le sport, j'adore beaucoup de choses. Donc, j'ai pas Mais ça besoin. n'arrivera peut-être jamais, ils vous le diront peut-être jamais. Je sais pas, je vois que Niemeyer a travaillé jusqu'à 102 ans. Je connais un autre architecte qui a travaillé jusqu'à 103 ans. Mais j'aurai toujours un crayon à la main, ça c'est sûr. Alors, j'ai une question récurrente dans Comme d'Archi. Chacun, vous pouvez y répondre et c'est justement intéressant avec le décalage de génération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Alors, à la sortie de l'école, écoutez, l'école, j'ai eu des relations exceptionnelles avec tous mes profs qui m'ont appris énormément de choses. Et c'est vrai que quand on sort de l'école, on a envie de réaliser. Hein, moi, ça m'a toujours démangé. Bon, il se trouve que j'ai eu la chance en 3e année de commencer à construire. Mais pour moi, c'est une continuité. Donc, oui, j'ai accompli. Je dirais que, vous savez, l'école, c'est tous les jours. Même aujourd'hui, moi, j'apprends encore. Hein, vous savez, donc pour moi, l'école, c'est encore aujourd'hui. D'accord. Quentin? Moi, je suis sorti de l'école il n'y a pas si longtemps par rapport à Didier, mais disons que j'en suis là où je voulais en être en sortant de l'école. C'est-à-dire, voilà, j'ai travaillé sur des projets passionnants. On a pu, avec le temps, enfin, depuis que je suis à l'agence, j'ai eu la chance de voir des projets sur lesquels j'ai travaillé qui ont été construits aussi, dont je me suis occupé. Et du coup, c'est vrai que c'est cette satisfaction dont parle Didier de voir des projets qu'on a dans la tête pendant quelques années, surtout la taille des projets qu'on a, qui sont souvent importants, durent des années en virtuel et finissent par sortir de terre un jour. Et c'est vrai que voilà, cette satisfaction, voilà, quand on la connaît, on en tombe un peu addictif. Et donc pour l'instant, voilà, j'ai toute cette expérience et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est des choses que je voulais faire en sortant de l'école et que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc j'en suis très heureux. India? Je pense qu'aujourd'hui, c'est même au-delà de ce que je pouvais espérer en sortant de l'école, même si parfois ça fait peur. Je me dis, j'ai l'impression que je suis sortie de l'école, je savais à peine marcher, on m'a tout de suite mis dans une voiture de Formule 1 en me disant, allez hop, c'est parti. Et au final, on se rend compte que petit à petit, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et non, c'est incroyable. Enfin, j'espère un jour pouvoir être autonome à 100% sur ce type de projet, mais je réalise à quel point c'est une chance à mon âge et avec mes années d'expérience de travailler sur des projets aussi extraordinaires et justement parfois d'essayer de les défendre seule. Et non, c'est au-delà. Bon. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets et pouvez-vous nous préciser votre point de vue sur votre double compétence architecture et architecture d'intérieur? Enfin, vous en avez déjà parlé, mais peut-être que par le prisme des projets, vous pouvez en reparler. Alors donc, voilà, tout ce qui est architecture d'intérieur, donc pour nous, c'est quelque chose d'acquis. L'un ne va pas sans l'autre, sauf que quand on ne fait qu'une partie, on garde notre partie. Voilà. Mais en tout cas, elles sont complètement imbriquées. J'ai souvent une image à laquelle je pense, c'est que par exemple, au temps du Moyen-Âge, je ne sais pas, dans l'art roman ou l'art gothique par exemple, l'architecture intérieure faisait partie de l'architecture. Parce que quand vous voyez par exemple les cathédrales,
toutes les colonnes étaient sculptées. Il y avait des chapiteaux avec des têtes, avec des trucs. Les clés de voûte aussi. Les gargouilles étaient dessinées d'une certaine manière. Donc tout ça, c'est de l'architecture et de l'architecture intérieure. La lumière, oui, quand vous voyez la lumière dans un lieu spirituel qui est étudié particulièrement, c'est de l'architecture intérieure. Parce que voilà, quand je vois que Le Corbusier, pour Ronchamp, c'est inspiré d'une mosquée qu'il avait visitée à El Golea en Algérie, vous voyez, avec ces petites fenêtres qui transmettaient la lumière de façon différente. Bon, tout ça, pour moi, c'est de l'architecture intérieure, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que quand on commence un projet, on fait de l'architecture et l'architecture intérieure en même temps. Et que l'architecture intérieure a une influence sur l'architecture et l'architecture a une influence sur l'architecture intérieure. Donc voilà, pour nous, c'est très important. Et ça fait partie donc un peu de notre ADN de la société. C'est une spécificité très française aussi, l'architecture d'intérieur. Oui, on a une grande réputation mondiale, je dirais, au niveau de l'architecture intérieure. Le côté raffinement de la France, bien sûr, tout ça, ça se construit depuis des siècles. J'espère que les nouvelles générations vont permettre de prolonger cette réputation qui est quand même mondiale. Alors, vos projets, des projets emblématiques, des projets d'actualité? Alors, il y a beaucoup de projets. Une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est la restauration aussi, parce que je vous ai parlé de cette forteresse au Pakistan, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a vraiment beaucoup de projets totalement différents. On est intervenu à peu près dans tous les secteurs. Même aéroportuaire, on a fait aussi en architecture un aéroport donc, en Sardaigne avec l'architecture intérieure. Le salon première classe Air France à Roissy-Charles de Gaulle et celui de New York. Mais au-delà de ça, on a travaillé donc sur un hippodrome, sur le château de Chantilly, sur beaucoup de commandes privées, mais encore qu'on est plutôt un peu frileux là-dessus. On préfère les commandes, je dirais, enfin des commandes privées, mais qui ne sont pas pour des privés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on évite les villas, par exemple. On en fait quelques-unes pour des bons clients. Et puis surtout, l'hôtellerie. L'hôtellerie, on a travaillé aujourd'hui avec toutes les plus grandes chaînes mondiales, que ce soit Aman Resort, que ce soit Four Seasons, que ce soit Méridien, que ce soit beaucoup de boutiques hôtels. On a réalisé pas loin de 25 hôtels aujourd'hui. Là, on est en train de faire un Ritz-Carlton en ce moment en Polynésie. On a beaucoup de projets encore. Je crois qu'il y en a un en Malaisie que vous avez fait et que vous avez réhabilité. Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est une histoire assez intéressante parce que c'est un projet que j'ai commencé il y a 30 ans avec un architecte australien qui s'appelle Kerry Hill, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans et qui m'a choisi en tant qu'architecte d'intérieur. Puis quand il a su que j'étais architecte, il m'a dit « Écoute, ça m'intéresse que tu sois intégré à mon équipe d'architecture. » Donc en fait, on a fait le projet en architecture ensemble et on a fait toute l'architecture intérieure. Et ce projet, en 30 ans, a eu 125 prix différents. C'est l'hôtel le plus primé du monde. Nous-mêmes, on a eu 6 ou 7 prix d'architecture intérieure là-dessus. Mais il y a eu de toutes sortes de prix. Et il se trouve qu'il y a 4 ans, le directeur de l'hôtel, se renseignant un peu pour savoir qui avait fait ça, m'a contacté pour me dire, écoutez, on doit réhabiliter cet hôtel. On a un budget de 60 millions d'euros. Voilà. Donc on a fait un énorme travail et aujourd'hui, on a eu encore l'année dernière le prix du meilleur hôtel de l'année du monde par Condé Nast. Voilà. Donc, c'est le Datai Langkawi, c'est ça? Voilà, c'est un hôtel, le Datai à Langkawi en Malaisie. Vous pouvez nous parler un peu de cette réhabilitation? C'est un projet qu'on a eu la chance de connaître avec India quand on était enfant. Il venait d'être fait. Et donc on a pu le voir et en profiter il y a 20 ans. Et c'est vrai que lorsqu'on a appris que l'agence était encore appelée pour le refaire, on a vu sa seconde peau arriver, et puis c'est une belle réussite. Ce projet, je pense qu'il reflète vraiment ce que cherche à faire DL2A, c'est-à-dire s'inspirer d'une culture locale en la modernisant. Et déjà, le premier Datai, parce qu'on va l'appeler le premier il y a 20 ans et le deuxième aujourd'hui,
au niveau de l'archi d'intérieur, vraiment, il y a plein d'éléments qui reprennent les cultures asiatiques, enfin, notamment chinoises, il me semble, sur des structures de piliers, de charpentes qui sont modernisées. Et là, on peut vraiment voir que, par exemple, la charpente dans cet hôtel est un élément essentiel de l'archi d'intérieur parce qu'elle est travaillée jusqu'au boulon, jusqu'au dessin de chaque accroche, etc., ce qui rend la chose magnifique alors que c'est purement structurel. Et dans sa réhabilitation, ce qui a été très intéressant, c'est de reprendre l'ADN du Dataï 1, donc qui avait 25 ans. Vous disiez 30 ans tout à l'heure, non ? 30 Oui, ans. parce que juste 2 mots sur cet ADN, c'est qu'en fait, la Malaisie est composée à 55%, 60% de Malais, à 30% de Chinois et ensuite à 15% à peu près d'Indiens. Notre agence est toujours de prendre une culture et de la moderniser, mais à outrance. C'est-à-dire que finalement, vous sentez cette culture, mais elle est très moderne par rapport à ce qui se fait dans le... Donc, on garde l'essence même de cette culture et on la retranspose dans nos projets, mais il faut encore souvent qu'on l'explique, parce que c'est comme un tableau moderne, et si vous regardez un tableau moderne, vous ne pouvez peut-être pas forcément le comprendre, mais si le peintre vous explique ce qu'il a fait, vous allez vous dire « Ah ben oui, bien sûr, je n'avais pas vu ce truc-là. » Bon. Donc nous, en fait, on est un peu dans ce registre-là. Et il se trouve que le Dataï, on a respecté à peu près ces proportions d'intervention culturelle dans ce projet. Mais au-delà de ça, c'est un projet qui est, bon, bien sûr, très ouvert, qui est aussi... L'environnement était tellement extraordinaire, parce qu'on est dans une forêt qui est millionnaire, carrément, qui est une des plus vieilles forêts mondiales, tropicales. Donc, il fallait vraiment respecter la nature. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, c'est un projet très complexe, mais absolument passionnant. Alors, pour réaliser ces projets, je crois que vous avez des partenaires architectes qui suivent les chantiers. Alors, on a construit dans 21 pays différents, sur les 5 continents. À chaque fois... plutôt que d'avoir... Il y a des gens qui aiment bien avoir des agences un peu partout. J'en ai une à Moscou, j'en ai une à New York, j'en ai une à Hong Kong. Bon, nous, on préfère ne pas avoir d'agence partout, d'avoir une agence à Paris, pas trop grande d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien d'être trop grand. Et par contre, à chaque fois, d'avoir des partenaires locaux et donner la chance à des agences locales de participer à ces projets sur lesquels ils n'auraient jamais participé s'ils n'avaient pas été avec nous, et de leur donner un rôle important qui est non seulement de commenter notre design pendant le côté conception, également d'intervenir s'ils le veulent, de s'occuper bien sûr d'une partie administrative, parce qu'en général c'est eux qui sont responsables, et ensuite de faire l'ensemble du chantier, sauf que nous, on a ce qu'on appelle le contrôle qualité, c'est-à-dire qu'on vient régulièrement sur les chantiers. Alors, si c'est en Polynésie, on y va une fois tous les 3 mois. Si c'est en Asie, on y va une fois tous les 2 mois. Si c'est au Maroc, on y va une fois par mois. Donc, ça dépend un peu. Vous voulez parler aussi du Sandip Raya, c'est ça ? Sur une île. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Oui, alors ça, c'est une chose aussi, c'est une expérience, une histoire assez incroyable. C'est que grâce au Dataï, j'ai été contacté par un Sud-Africain qui est quelqu'un qui a réussi dans l'informatique très jeune et qui a été d'ailleurs aussi astronaute parce que c'était le 2e touriste de l'espace. Il était 10 jours dans la station internationale. Et pendant son voyage dans la station orbitale, il a trouvé que la Terre était très belle mais était malade. Il s'est dit, moi, en tant que personne, disons qu'il avait une fortune assez importante, il a dit, je me dois une responsabilité de faire quelque chose pour la planète. Et comme il est africain du Sud, mais basé en Angleterre, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose entre les deux. Et il se trouve qu'il a trouvé, il avait repéré un peu de la station orbitale une île qui s'appelle Principe, qui est Sao Tomé et Principe, qui sont dans le golfe de Guinée. Et ensuite, il a regardé sur Google et il s'est dit, mais ça c'est incroyable, je vais aller voir. Il est allé voir, il est tombé sur Jurassic Park un peu, une île assez... 7000 habitants seulement, et forêt vierge, des plages merveilleuses. Bon. Et comme il était allé au Dataï, il s'est dit, oh là, mais ça ressemble pas mal au Dataï. Ça. Du coup, il m'a contacté. Il m'a dit, écoutez, j'aimerais vous rencontrer. Bon.
Il m'a amené là-bas et il m'a expliqué ce qu'il voulait faire. Il m'a dit, écoutez, voilà, le monde est en train de partir de façon un peu n'importe comment. Je suis passionné par tout ce qui est environnemental. J'ai trouvé que la Terre était malade. Je voudrais au moins faire un exemple de développement durable qui soit vraiment de qualité. Donc un hôtel, un lieu touristique, mais vraiment Alors, inscrit dans la durabilité. oui, mais ça va bien au-delà de ça, parce que son rôle, en fait, c'est pas uniquement faire du tourisme. C'est aussi bien de s'occuper de la préservation des tortues que de la réhabilitation de la forêt, parce qu'il y a des endroits où elle avait été un peu esquintée justement par des exploitations. L'éducation, la santé, la communication Et donner du et travail. le tourisme. Ouais. Et comme j'avais travaillé avec la Fondation Aga Khan sur tous ces sujets, du coup, j'ai abordé le sujet avec lui et on a fait un plan d'attaque sur une période d'une trentaine d'années à peu près. Là, se sont passés 10 ans. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et nous, en particulier, non seulement on est conseillé vis-à-vis de ce client pour tout ce développement durable, mais également pour la partie hôtelière touristique. Et on a réalisé déjà trois hôtels, dont une réhabilitation, une restauration et un projet tout neuf. Et pour ce projet, il voulait quelque chose d'exceptionnel et où la nature est vraiment totalement préservée. Donc, il m'a dit, écoute, voilà, je veux un projet où, à la limite, on puisse déménager en peu de temps et laisser aucune trace sur le terrain. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a réalisé un projet qui slalome entre les troncs d'arbres. C'est un projet qui n'a pas de fondation classique, puisque en fait, ce sont des grandes vis qui font 3 mètres de long, comme des vis à bois, que vous vissez avec votre tournevis, sauf que là, c'est une machine qui les visse. On fait une plateforme et dessus, on a fait des tentes. Enfin, c'est des tentes avec quand même des murs en bois. Mais tout est démontable et il y a seulement, il y a quand même des parties qui sont en béton, qui sont les piscines, choses comme ça. Mais ce projet est très peu vu de la mer, il voulait que ça soit quasiment pas vu. En ce moment, il y a des arbres qui poussent parce que comme on a réhabilité la forêt à cet endroit-là qui avait été un peu endommagé par des autochtones qui avaient un peu coupé les arbres. Aujourd'hui, on voit quasiment plus le projet de la mer alors qu'il est très proche, mais en même temps, il sera plus du tout visible. Voilà. Je crois qu'il y avait une idée de préserver les tortues, que l'éclairage ne soit pas visible la nuit, c'est ça? Oui, alors on est allé dans l'extrême, c'est-à-dire que vous savez, les tortues, quand elles viennent pondre, elles arrivent sur une plage, elles reviennent toujours sur la même plage. Et là, il y a des tortues qui reviennent sur cette plage et elles s'orientent par rapport à la Lune et aux étoiles. Et il se trouve que si vous mettez une source de lumière à terre, ça porte confusion et ça peut les désorienter. Et du coup, elles perdent un peu leur repère. Donc lui, il a voulu qu'on n'ait aucune lumière qui soit vue de là. Et même pour vous dire à quel point il est allé dans le détail, c'est qu'un jour, je lui avais fait un restaurant et l'éclairage, c'était uniquement par bougie, avec des photophores. Et il m'a presque engueulé en me disant, écoute Didier, mais enfin tu ne te rends pas compte, les bougies, mais attends, ça se voit à 27 km une bougie, tu es en train de perturber les tortues, je ne veux même pas que les tortues puissent voir les bougies. Donc à quel niveau ça va très bien. Bon, et c'était à un tel niveau qu'on a construit aussi, alors justement là, un restaurant en bambou, 100% en bambou. Et c'est là on a eu le prix de l'UNESCO, donc le prix Versailles. Non seulement on a eu le prix pour tout le continent africain et Moyen-Orient, mais également on a eu le prix des prix, c'est-à-dire qu'on a le prix mondial de tous les projets au niveau environnemental pour cette partie-là. Bravo. J'imagine que ça a du succès. Ça a eu beaucoup de succès, sauf qu'au bout d'1 an et demi qu'il était opérationnel, il y a eu le Covid et bien sûr il est fermé. Il est fermé. On espère pouvoir rouvrir en octobre. Comment est composée votre équipe? Donc, je crois que vous êtes une quinzaine. Alors, on a une agence, oui, une quinzaine de personnes. Bon, un peu moins en ce moment parce qu'on fait attention, en période incertaine, même si on a encore des projets qui continuent. On a une équipe d'une quinzaine de personnes. On est tous assez jeunes dans l'équipe. On a Didier qui, évidemment, est le directeur, le gérant et Patriarche. qui est au sommet de la pyramide.
Mais bon, on a une agence qui est pas de forme pyramidale. On essaye d'avoir des gens qui sont assez rapidement responsables, un peu comme disait India. On les met rapidement au volant de leur Formule 1. Donc c'est des beaux projets tout de suite à gérer, à concevoir au début. On a une démarche dans l'agence où on veut que les gens puissent suivre leur projet dès la conception, évoluer le plus longtemps possible dedans jusqu'au chantier si on a la chance de pouvoir le réaliser. Donc ce sont des équipes qui varient en fonction des projets. On a de 1 à 3 personnes en fonction de la taille et de la complexité. Mais dans l'ensemble, l'idée c'est de responsabiliser les gens, de les intéresser aussi parce que du mode du cœur à l'ouvrage sur un sujet et d'en être séparé dès que le projet évolue, ça peut être une source de désintéressement de la part des gens. On essaie de les pousser dans ce sens en tout cas. Donc aujourd'hui, on a, un directeur gérant Didier. Moi aujourd'hui, ça fait presque 7 ans que je suis là, donc je suis passé en direction d'agence. Donc je m'occupe, je l'aide un peu dans la partie administrative, ce qui n'était pas mon cas avant, et dans la partie un peu plus gestion des projets. Et ensuite, on a des chefs de projet qui sont là généralement, qui ont aussi un peu d'expérience dans l'agence, qui peuvent eux-mêmes chapeauter des chargés de projet. Donc voilà, on a une structure pas vraiment pyramidale, plutôt assez plate. Parce que la chose particulière, souvent les agences utilisent leurs collaborateurs par strate un peu, surtout comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont bons pour la conception, on les fait concevoir, puis après ils passent à un autre projet, un truc. Nous, en fait, ce qu'on voulait, j'ai vraiment depuis tout le temps, j'ai voulu garder cette politique, c'est de dire on donne une chance à une personne de commencer dès le début et d'aller jusqu'à la fin de ce projet. De telle sorte qu'elle passe par toutes les strates d'un projet, et Dieu sait si c'est complexe, et ça leur permet, grâce à ça, après, de pouvoir être de plus en plus autonome. Parce que si vous avez quelqu'un qui est que en conception, il ne saura pas comment ça se réalise. Et pour bien faire une conception, il faut d'abord savoir aussi comment marche un chantier. Et voilà. Alors, vous parliez de cette époque particulière que le Covid entraîne ou induit. Je crois que déjà avant, les pratiques des touristes avaient changé. Les touristes réclamaient plus d'expérience. Les touristes ne reviennent pas forcément d'une année sur l'autre. Je crois que vous étiez un petit peu dans cette mouvance-là. Du coup, aujourd'hui, ça renvoie encore un changement de paradigme. Comment vous imaginez le monde d'après ? Voilà. Écoutez, il est vrai que le Covid va changer beaucoup les choses. Maintenant, il y a quand même une chose qui est certaine aussi, c'est que l'homme reste l'homme et que souvent, le naturel revient au galop. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement de conscience, mais maintenant, ça ne va pas pour moi être un bouleversement. La chose qui est sûre, c'est que les gens vont voyager peut-être moins souvent, mais plus longtemps. Et ils vont sans doute aussi partager leur temps vacances-travail. C'est-à-dire que, par exemple, un hôtel, quand vous êtes en vacances, il y en a beaucoup qui vont aussi continuer à travailler, peut-être 2 heures par jour, 3 heures par jour. Donc avoir un endroit où ils peuvent s'installer et rester plus longtemps. Je pense que l'idée de partir un week-end à 4 heures d'avion et revenir le lundi matin, c'est totalement ridicule. C'est quelque chose qui n'a plus de sens, qui n'a jamais eu de sens d'ailleurs, mais bon, maintenant en tout cas, je pense que les gens en sont de plus en plus conscients. Et donc l'hôtellerie évolue dans ce sens-là. La deuxième chose aussi, c'est que les gens aiment de plus en plus l'expérience. Donc être un peu étonnés, vivre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre tous les jours. Et c'est pour ça que quand on conçoit par exemple un hôtel ou une chambre d'hôtel par exemple, votre chambre d'hôtel, vous n'allez pas la concevoir comme la personne aimerait vivre chez soi. Mais par contre, se dire, tiens, c'est amusant, pendant quelques jours, j'ai ma baignoire au bout de mon lit, par exemple. C'est vrai que chez moi, je n'ai pas envie d'avoir ma baignoire au bout de mon lit. Mais dans un hôtel, ça m'amuse beaucoup et c'est très bien. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'idées comme ça qui sortent. Et je pense que les gens ont besoin aussi de s'amuser dans un hôtel et de se sentir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude et vivre des expériences. Donc, c'est des choses qui vont avancer de plus en plus. Maintenant, moi, je voudrais rajouter un mot là-dessus, c'est que souvent,
On s'aperçoit que maintenant, il y a des hôtels aussi qui font des choses complètement délirantes et qui sont, à mon avis, pas forcément dans le bon sens. Et il y a aussi beaucoup l'effet de mode. Vous savez, il y a des modes et les modes, ça ne dure pas très longtemps, ça dure 2 ans, 3 ans. L'hôtel est à peine terminé que la mode est presque déjà passée. Et nous, chez LDL2A, on est plus dans une approche d'hôtellerie, je dirais, dans la continuité, quelque chose qui ne se démode pas. Et vous voyez, on a réalisé par exemple un musée à Marrakech, qui est le musée Le Macal, le musée d'art contemporain africain. Et je visitais avec quelqu'un il y a 3 jours, parce que j'étais là-bas, et qui me disait, mais ce musée, tu l'as fait il y a combien de temps? Il pensait que j'allais lui dire l'année dernière ou il y a 2 ans. Je lui dis non, on l'a fait il y a 16 ans. Il me dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il a été fait hier. Et il est tout à fait d'actualité. Donc en fait, on est plutôt dans l'agence d'architecture qui fait des choses, disons, des œuvres qui durent et qui ne se démodent pas. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? Alors, je vais donner mon conseil à moi, et puis après, je vais laisser parler India et Quentin. Je dirais qu'il ne faut jamais se décourager. C'est un métier qui peut être très difficile. Tout le monde ne réussit pas. Pour réussir, il n'y a qu'une seule chose, c'est avoir de la persévérance, travailler énormément. Je ne connais pas un architecte qui ait réussi qui ne travaille pas énormément. Et quand je dis énormément, c'est pas 8 heures par jour, c'est souvent 10 heures par jour, c'est parfois 7 jours sur 7, en tout cas 6. Et ensuite, c'est aussi, je dirais, être très sérieux dans son travail. Moi, je m'aperçois qu'au bout de 45 ans, j'ai des clients qui me rappellent 20 ans après. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une image de vous comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui répond bien aux produits, quelqu'un qui n'a pas la grosse tête. J'ai rencontré pas mal de jeunes qui ont réalisé 2, 3 projets et puis qui tout de suite se prennent pour des stars. Je trouve que c'est un peu déplacé dans notre boulot. Il faut savoir rester humble et savoir garder sa place parce que des gens merveilleux dans le monde, il y en a partout. Et que ce n'est pas parce qu'on fait 2, 3 beaux projets qu'on doit avoir la grosse tête. Quentin? Moi, je dirais que ce serait peut-être la curiosité pour compléter ce qu'a dit Didier, en effet. La curiosité d'aller un peu au-delà de ce qu'on apprend, soit à l'école, soit de ce qu'on voit dans l'agence dans laquelle on a pu travailler en stage. C'est toujours chercher à découvrir ou réfléchir à d'autres concepts, d'autres manières de faire les choses que celles qu'on connaît tous déjà, de ne pas recopier bêtement ce que nos prédécesseurs ont pu eux-mêmes faire, d'être toujours un peu pousser le curseur toujours un peu plus loin. Garder des valeurs, mais garder des valeurs se tout en... projeter, Oui, il faut innover. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est qu'on travaille tous sur des bases qui ont un jour existé. On n'invente pas le fil à couper le beurre tous les jours non plus en architecture, mais l'idée, c'est d'arriver à, malgré ça, toujours à trouver une autre manière de représenter les choses pour les rendre plus riches et plus aussi actuelles par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un monde qui va très vite, qui bouge. Les gens veulent des choses nouvelles tous les jours. Je pense qu'en architecture, il faut rester aussi un peu avec son temps et toujours aller chercher des nouveautés. Mais les choses nouvelles tous les jours, ça va peut-être un peu à l'encontre de la durabilité, non? Alors, nouvelles, pas dans ce sens-là. Je dirais nouvelles tout en restant pérenne dans la manière de les développer et de les voir. Mais d'aller chercher plutôt on parle beaucoup là d'innovation énergétique, par exemple. Les technologies évoluent, la manière de rendre des bâtiments plus performants évolue aussi tous les jours, mais il y a de la recherche derrière, c'est cette recherche qui fait évoluer les choses. Je pense que dans tous les domaines, ça s'applique. Il faut toujours aller voir plus loin que ce qu'on a simplement dans les bouquins ou ce qu'on a devant soi, quoi. India? Moi, je pense que le conseil que je donnerais à un étudiant qui sort de l'école, c'est de continuer à développer tout le temps sa créativité parce que c'est comme un muscle. Si on arrête à un moment de penser, de réfléchir à des nouveaux projets, ça devient plus compliqué quand on doit se lancer justement dans le début d'une conception. Et je trouve que quand on sort de l'école, on a des idées qui fusent et vite, quand on rentre dans le monde du travail, ça peut s'arrêter. Et ça, c'est vraiment par ne pas avoir peur de proposer. Parce que comme on est jeune, généralement, les gens rentrent en stage dans des agences. Ensuite, ils sont en bas de l'échelle dans les agences où c'est vraiment pyramidal. Et on peut vite ne plus faire marcher cette créativité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment travailler. Et pas avoir peur de proposer et de se donner les moyens de trouver comment réaliser nos idées et d'aller les amener les plus loin possible. J'imagine que vous parliez de beaucoup travailler.
Vous avez quand même des temps de respiration dans tous ces pays que vous visitez, que vous avez visités? Vous savez, la limite entre le travail et le plaisir et le loisir, je dirais, est pas très claire. Dans le sens que quand on voyage, on a toujours un œil, une oreille qui est toujours là à écouter, à voir, à enregistrer. Mais bien sûr, à chaque fois, chaque pays, bien sûr, nous permet de visiter, de comprendre, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis aussi, une chose qui est très importante, c'est que chaque projet est une aventure avec des gens, donc c'est une histoire humaine. Et que on enrichit beaucoup au travers de tous ces voyages, tous ces projets étrangers, les gens avec qui on travaille. Et moi, j'ai des amis dans le monde entier maintenant, même des personnes que, vous voyez, au Pakistan, je suis pas allé depuis 1996. Je retrouve des gens avec qui j'ai travaillé qui m'invitent au mariage de leurs enfants 25 ans après, vous voyez, 30 ans après. Et on s'échange par Facebook, ou même par Internet, on s'appelle de temps en temps. Et c'est merveilleux de voir que finalement, au travers de sa vie, on construit comme ça un espèce de maille de connaissances, d'amis, de gens qu'on a appréciés et qui nous ont appréciés, et que cette amitié reste. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, je dirais, du temps qu'on passe dans tous ces pays. Vous n'avez pas envie d'écrire vos mémoires? Parce que ça doit être très riche tout ça. Il y en a beaucoup. Alors le problème, c'est qu'il faut tout récapituler. Il y a vraiment énormément de choses. Mais là, on est en train de concevoir un livre Oui. qui risque quand même de faire 300 pages à peu près, et dans lequel on va quand même filtrer les projets, bien sûr, que l'on a fait. Mais on a quand même énormément de projets différents et assez variés à montrer. Et un mot de la fin? India? Non, je dirais que vraiment la passion est dans notre métier, donc c'est quelque chose de magique. Et voilà, il faut rester émerveillé, mais au-delà même de notre profession, dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on avancera le mieux, je pense. En tout cas, ce qui est formidable, c'est de travailler sur des supports aussi inspirants que les lieux magiques dans lesquels vous construisez. Bravo. Et puis, très bientôt pour une autre version anglaise. Au revoir. Merci, Au Charlotte. revoir, merci Charlotte. beaucoup. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.